Je vous propose qu'on continue la journée de ce matin, donc, sur le thème «L'information échappe-t-elle à la question du genre?» Alors, je vais vous présenter Divina Fromeg, qui va ouvrir cet après-midi en nous présentant le projet Gender Aid Coalition, qui porte sur les stéréotypes et la désinformation genrée. Elle sera aussi notre grand témoin et elle présentera à ce titre, en fin de journée, une synthèse des 4 interventions et discussions que nous allons entendre. Il y aura donc 4 interventions par 4 professionnels de l'information, qui porteront sur la prise en compte des questions de genre au sein des dispositifs de sensibilisation et de formation, et qui seront suivis à chaque fois, bien sûr, d'un temps de discussion et d'échange avec la salle. Divina Fromeg, je vous la présente rapidement, si vous ne la connaissez pas. Donc, Divina Fromeg est normalienne, agrégée d'anglais, professeure émérite en sciences de l'information et de la communication à l'université Sorbonne Nouvelle. Elle est rattachée au CRU, Center for Research on the English Speaking World. L'école doctorale, son école doctorale de rattachement est la 625 sur les mondes anglophones, si je ne dis pas de bêtises. Elle est spécialiste, tu corrigeras si j'oublie des choses, elle est spécialiste des contenus et comportements à risque, ainsi que des questions de réception et d'usage des technologies de l'information et de la communication. Elle a travaillé et travaille encore sur la gouvernance d'Internet, sur l'éducation aux médias, sur les IA génératives, sur le genre et la désinformation. Sur son site personnel, il y a une phrase qui figure en exergue et qui résume son travail et son engagement, qui dit « Il faut civiliser le numérique pour apprendre autrement et savoir devenir ». Et je crois que ça résume beaucoup de choses pour Divina. Divina aussi a dirigé le CLEMI, donc que vous connaissez tous, que je ne présenterai pas. Elle est experte sur les sujets que j'ai évoqués auprès de l'UNESCO, de la Commission européenne, du Conseil de l'Europe et d'autres instances gouvernementales. Et pour ces publications, donc de nombreux ouvrages et articles en français et en anglais. Alors la liste est trop longue pour que je vous la donne ici, mais je vous engage à taper son nom sur Google Scholar et à consulter son site personnel. Vous y trouverez énormément de choses passionnantes, dont des vidéos en ligne. Voilà, j'espère n'avoir rien oublié. Écoutez, Divina, à toi l'antenne. Merci. Merci beaucoup et merci de me recevoir aujourd'hui. La commande de Mathilde, c'était de présenter une bonne pratique, que moi j'appelle une pratique sensée, c'est-à-dire quelque chose qui fasse sens. Je suis spécialiste des mondes anglophones, en partie parce que c'est dans les mondes anglophones que tout commence. La question du genre du côté universitaire a commencé là-bas, à bien des égards. La question de la désinformation aussi, sans compter Internet. Et les médias sociaux. Donc, on est dans un endroit qui est un peu un laboratoire. Et ce qui m'intéresse avec le projet européen et les projets européens que je mène pour Savoir Devenir et avec Savoir Devenir, c'est que nous, on est dans la déclinaison européenne de cela. Et comment on vit quelque chose qui nous arrive d'ailleurs, donc il y a une dimension culturelle, et comment dans nos différents pays, les 27, entre autres, on traite de ces questions qui nous arrivent. Dans le projet GenderAid, qui est un projet donc, Creative Europe, c'est un projet financé par l'Union européenne, nous sommes 4 pays et nous nous sommes choisis parce que nous étions très différents. La France et l'Italie se perçoivent un peu comme des pays assez en avance sur la question du genre. Et bon, dans les différentes évaluations, c'est ce qui arrive. La Grèce est un peu à la traîne et la Bulgarie est dans la galère. Avec en plus, au moment où on a déposé le projet, une énorme loi qui est passée là-bas disant qu'il n'y a que 2 genres. Donc, toute la question qui se posait de comment on en parle. Mais ce comment on en parle, c'est quelque chose que nous partageons tous, parce que c'est un sujet qui est complexe, qui touche à la sphère privée et intime, même si dans le genre, le privé et l'intime, c'est politique. Je ne vais pas vous la refaire celle-là, mais c'est vraiment le slogan des années 60. Et donc, on a décidé d'avoir une approche éducation aux médias, en se disant que c'était peut-être la façon la plus intéressante d'arriver dans le genre sans nécessairement être dans la confrontation. Nous pensions à nos collègues en Bulgarie, entre autres. Mais aussi parce que je crois que fondamentalement, l'éducation aux médias et à l'information, on amène les choses autrement.
On les amène sur des questions de société, sur des thématiques comme la désinformation, qui font que un certain décentrement se passe par rapport à ces questions de genre, de sexe, qui permet d'en parler. Et commencer à en parler, c'est déjà gagner la bataille. Donc c'est un petit peu l'approche qu'on a eue. On a fait, donc je vais vous balader pour que vous soyez familiarisés avec ce site, et ceux qui êtes à distance, n'hésitez pas à vous connecter vous-même. C'est genderedcoalition.net. Et même si Mathilde m'a demandé de vous parler du hackathon et de comment on a essayé d'impliquer des influenceurs dans notre projet, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on n'implique pas des influenceurs juste comme ça. Il faut une approche un peu holiste dans laquelle on voit, nous, comment ils peuvent être impliqués et eux, qu'ils voient comment ils peuvent en tirer de l'intérêt pour eux. Ce sont des créateurs de contenu, c'est leur business. On ne va pas juste leur dire « Coucou, soyez mignons, venez avec nous, c'est intéressant ». Ça ne marche pas comme ça. Et donc, ce qu'on a d'abord voulu faire, c'est un peu un état des lieux de ce qui se passait dans nos pays. Et donc, si vous allez sur la partie du site, je sors de l'écran, je suis désolée, qui parle des rapports, on a commencé par faire des rapports et vous verrez, paniquez pas, il y a une version française raccourcie en 12 pages du rapport qui, entre autres, vous montre un certain nombre de résultats, de cartographie, où on voit par exemple comme ici les compétences EMI qu'on a trouvées dans les projets qu'on a examinés. On a pris des projets du CLEMI, des CMEA, l'éducation populaire, on a visé plusieurs choses. Et en fait, plusieurs choses nous ont frappés. D'abord, personne ne parle de compétences dans ces projets. On les a implicitement retrouvées, mais bon, il a fallu les inventer. La désinformation, pas beaucoup. Les médias sociaux ne sont utilisés que pour parler des questions du genre, pas pour aborder ce qui se passe sur les médias sociaux avec le genre. Quand même, on est en 2024-2025, ça nous a quand même choqués. Et donc, on a vraiment le sentiment que même la France, qui est un pays, on va dire, riche, où les questionnements sont là, il y a beaucoup de liberté sur ces sujets, eh bien, c'est encore extrêmement embryonnaire. Et on a eu l'impression d'être encore dans les années 60, parce que la chose qui était la plus traitée, c'était les stéréotypes. Bon, OK, les médias sociaux relancent la question des stéréotypes. Il y en a ici qui sont un peu des spécialistes. Les jeux aussi. Et l'IA, je ne vous raconte pas, elle repart dans les archétypes et autres bagatelles. Donc, on s'est dit, oula, il y a du travail. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a... je sors d'ici. Je ne vois rien. Ah. Ça y est. Voilà. Et donc, ces rapports, on les a donnés à nos influenceurs. Alors, nos influenceurs, comment est-ce qu'on les a trouvés et abordés? D'abord, on a eu du mal. Parce que beaucoup d'entre eux, il y a très peu d'influenceurs spécialisés dans le genre. Ils vont être spécialisés dans des approches sur la santé, la désinformation. On a tout un groupe à savoir devenir à cause du REC, du Festival de l'Esprit Critique, d'influenceurs qui sont dans la zététique. Mais le genre, bon, on en a quelques-uns, mais on s'est rendu compte, et ça c'est quelque chose, peut-être que vous en avez eu l'expérience vous-même, qu'un influenceur c'est un être fragile. Donc, on en a qui craquent ou qui, à un moment donné, disparaissent, qui reviennent. Bon. Donc, comme on avait un peu d'expérience, on a d'abord fait un hackathon en se disant, on ne va pas laisser tout seul, on va se retrouver à plusieurs, on va créer du lien à travers les pays, etc. Et on a fait un appel à hackathon en se disant, par ce biais-là, on va réussir à les amener. Et dans le hackathon, il y avait des influenceurs, mais pas que. C'était sur une base quand même volontaire. Donc, on avait des créateurs de contenu. Pardon, c'est le vrai mot des influenceurs de nos jours. On avait des enseignants, des experts, des journalistes, etc. Et on leur a dit un certain nombre de règles.
notamment qu'il devait travailler à plusieurs, dans des équipes qui allaient être multiculturelles, hein, parce qu'on disait que le fait d'être décentré culturellement, ça allait aussi aider à comprendre le problème, peut-être à l'aborder différemment, hein, à apprendre des autres. Hein. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On les a tous réunis à Perugia, qui est la formation porteuse, hein, pendant 48 heures. C'est court pour un hackathon, 48 heures. Hein. En général, c'est 3 jours, 4 jours. J'en ai fait avec l'UNESCO globalement, avec des pays du monde entier, 5 jours. Mais c'est ça quand même l'idée, c'est qu'intensément, hein, on travaille sur un sujet. Hein. Voilà. Et donc, ce hackathon, on a constitué 8 équipes, hein, il y avait 40 personnes, 8 équipes de 5, avec au moins un représentant de chaque pays partenaire, hein, avec des mentors, des spécialistes, justement, quelques influenceurs, hein, et des thématiques, hein, des défis qu'on leur a proposés. Voilà. C'est tout en anglais, c'est pour ça que je vous le lis en français. Hein. Dans les défis qu'on a relevés, si vous voulez, hein, au milieu là, hein, de suivre, faire de la veille sur la désinformation sur les médias sociaux, comment dire, défier un peu, hein, ce qui se passe au niveau de la désinformation genrée, toutes les questions de patriarcat qu'on a vu apparaître, hein, et puis essayer de trouver, hein, des solutions au niveau de la représentation et des récits, hein, pour aider notamment les victimes de violences. Tout ça, c'est sorti du rapport. Hein. On s'est dit, c'est ça le plus important dans le rapport. On va donc continuer à réfléchir là-dessus. Hein. Donc, c'est pour vous montrer, il y a de la recherche, nous qui arrivons avec nos défis, hein, et eux, ils doivent, en termes de format, hein, soit produire un produit multimédia, soit trouver un outil pour faire des contre-récits, hein, soit proposer des campagnes de contenu. Voilà, ça va, vous me suivez? Hein, donc, vous voyez que c'est organisé, hein, c'est pas juste venez, faites ce qui vous plaît. C'est plutôt, on est dans la même bataille. Voilà, nous, où on en est de l'analyse. Rejoignez-nous et puis utilisons votre créativité et votre expérience pour aller plus avant. Hein. Voilà. Et je ressors. Et là, donc, je vais vous donner les résultats du hackathon qui sont importants parce qu'après, on a demandé aux influenceurs, hein, de faire des campagnes sur la base de ces résultats, vous voyez, pour garder notre logique, hein, tout en les aidant à se retrouver sur leur propre goût. Voilà, donc il y avait des mentors. Sur le site, on a voulu beaucoup, hein, identifier, hein, parce que les créateurs de contenu, la reconnaissance visuelle sur des sites, ça les intéresse. Hein. Ce n'est pas nécessairement le financement, même si on avait, et c'est important de le dire, ces campagnes et ces influenceurs et ces déplacements ont tous été financés par le projet. Ce n'est pas eux qui venaient de leur plein gré comme ça. Hein. Donc il y a quand même un soutien financier important. Donc vous voyez qu'ils viennent de plusieurs pays, dont Willy Lafranc, donc, qui représentait la France, hein, et qui ont aidé, hein, les équipes. Ils allaient d'équipe en équipe, hein, pour les aider à voir ce qui était important dans le projet, à élaguer, etc. Hein. Les équipes, elles sont là. Voilà. Elles se sont donné des noms. Hein. Alors, juste pour voir, hein, Hack the Bias, par exemple. Hein, ouais. Il faut hacker les biais, hein, par exemple. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait Guerrilla's Voices, hein, les voix de la guérilla, etc. etc. Hein. Donc, vous voyez un petit peu les thématiques. Hein. On sent aussi des éléments de guérilla urbaine qui arrivent par derrière. Hein. Donc, on avait nos équipes. Voilà. Et nos défis. Voilà. Le premier, donc, sur la représentation et la désinformation, le deuxième sur les médias sociaux et les plateformes, et le troisième sur comment changer le discours. On avait un jury composé de 8 personnes, normalement, 6, d'accord, dont Pascal Garot de l'association Savoir Devenir. Et puis, on a donc donné, hein,
les prix. C'est l'équipe 5 qui a gagné sur le premier défi. Hein. Ils ont proposé ce qu'ils ont appelé la Gender Disinformation House Platform, hein, donc une approche, vous voyez, plateforme, c'est-à-dire faire venir les gens dessus, hein, et vraiment définir la désinformation, tout le vocabulaire qui va autour, les concepts, les notions, parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, beaucoup de gens ne savaient pas ce que c'était. Le challenge défi numéro 2, hein, c'était une campagne, hein, donc une plateforme, on leur avait demandé une campagne. Donc, Macho Free Zone, hein, donc vous voyez bien que ça c'est venu des manques identifiés dans le rapport à propos du masculinisme, parce qu'il n'est pas très présent dans les projets qu'on voit en Europe. C'est un sujet qui arrive tard. Il arrive en fait, je pense, avec le Trumpisme, pour rien vous cacher à mon avis, et on ne sait pas très bien comment traiter ça. Hein. C'est-à-dire qu'avec le masculinisme, en face, il devrait y avoir un truc du genre nouvelle masculinité, mais ce n'est pas encore mûr. Mais pour moi, c'est le défi. Hein. Pardon, si vous voulez qu'on en parle après, parce que c'est quand même encore du côté des hommes, il va falloir porter la bataille. Personne ne me répète. Donc, et le défi 3, c'est une campagne aussi. We are all sexist, bro. Donc là, c'est l'idée, en fait, personne n'est à l'abri. Les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, les gays, les pas gays, etc. On n'est jamais à l'abri soi-même d'un réflexe sexiste. Donc, il ne faut pas se blâmer. Par contre, il faut agir. Hein. Et donc, l'idée, c'était il faut agir là où sont les gens. Et devinez où sont les gens, ont-ils décidé? Rappelez-vous, c'est des créateurs de contenu. Les chiottes. Bien. Donc, faire une campagne avec des post-it dans les chiottes. Ça fait réfléchir. Si vous avez été à la fac et que vous savez à quel point il y a des choses écrites, hein, dans les chiottes, vous vous rendez compte que c'est parfois d'une efficacité redoutable. OK ? Voilà. Donc, c'était aussi vous dire que nous avions l'esprit ouvert, mais qu'il y a eu ce genre de trucs. On a fait une mention spéciale pour un projet qui avait une approche plus LGBTQ. Ce n'était pas le cœur du projet. Hein. Voilà. Et là, bon, c'est pour vous donner une idée, hein, de l'ambiance, hein, de l'équipe, voilà, du plaisir qu'ils ont eu à travailler ensemble, comment ils s'aidaient. Ça n'aurait pas été possible sans l'IA. 2 jours, et en fait même pas 2 jours pleins, parce que la dernière matinée, c'est le pitch. Ils viennent présenter, ils viennent vendre leurs trucs, etc. Ils ont tous réussi à monter des projets complets. Moi, j'étais épatée parce que pour avoir fait plusieurs hackathons, 3 à 4 jours, on y arrive péniblement. Hein. Et là, ça a vraiment été fini, léché, professionnel. Il y en a qui avaient des bandes annonces, il y en avait qui avaient de l'animation, il y en avait qui avaient déjà fait le site Pro par exemple, déjà fait et tout. Bluffant. Donc avec des mentors, avec la discussion, ils ont travaillé pratiquement jour et nuit. Hein. C'est important d'être dans l'hôtel et de dormir sur place parce qu'on ne sait jamais comment ça marche la créativité. Hein. Donc voilà. Donc ça a été un succès, tout le monde était content, hein. Et nous aussi, parce qu'on n'avait pas beaucoup testé cette expérience, hein, de vraiment préparer le terrain, alimenter, créer de la discussion, accepter les différences, etc. etc. Et après, tout le monde est reparti chez soi, hein, et on a lancé les campagnes médiatiques, qui sont en principe associés, hein, à ces différentes thématiques, hein, pas obligatoires. Hein. Donc on a demandé là à des vrais influenceurs, dont certains qui étaient avec nous, mais d'autres nouveaux, hein, qu'on est allé chercher en France et ailleurs, hein, de s'inspirer de ces campagnes pour éventuellement, sans changer leur ligne éditoriale à eux, crucial, hein, pas perdre leurs followers, pas avoir le sentiment qu'ils ne sont pas indépendants, ce qui est crucial pour eux. Hein. Et même s'ils étaient payés, ils l'ont mis. Hein. Ils ont dit cette campagne est financée par le projet, etc. etc. Hein, parce qu'ils ont évidemment une sorte de contrat tacite, hein, avec leurs followers, hein, qu'ils sont autonomes, ils font ce qu'ils veulent, ils interprètent comme ils veulent, etc. Hein. Donc, il y avait cette réalité-là. Hein. Donc, nous, au niveau du projet, on n'a absolument rien censuré. On n'a même pas vu les campagnes. Hein. On les a vues quand elles ont été lancées. Hein. C'était quand même aussi le deal, hein, de vous êtes autonome, vous faites ce que vous voulez. Hein. D'accord ?
Ça va, je suis claire sur... Donc, voilà la campagne de la Française, qui est donc une de nos influenceuses françaises qui a choisi, elle, de... vous voyez, elle a écrit en collaboration commerciale avec, en toute tranquillité. Donc, vous pourrez aller sur son site. Sur le site, vous pouvez cliquer sur leur... elle a un compte Instagram. Ah, je suis passée trop vite. Donc, voilà, je vous laisserai aller avec la curiosité que vous voulez. Donc, elle a repris beaucoup de choses. Elle a pris 3 exemples concrets. Elle a fait une campagne de 3 posts. Et évidemment, ça demande l'autorisation. Bon, passons. Vous allez devoir y aller tout seul parce que moi, mon compte Instagram, je l'ai ailleurs. Mais des fois... Bon, ça ne laisse pas passer. OK. Donc, bon, vous irez voir. Elle a fait 3 comptes. Elle a eu entre 1300 1500 likes, ce qui est à peu près son rythme. Sauf qu'elle s'est rendue compte, au 3e, qu'elle était shadow bannée. C'est-à-dire que Facebook avait repéré qu'elle parlait du genre. C'est depuis que Trump était arrivé, et vous savez que depuis janvier 2025, Facebook ne respecte plus rien en termes de diversité, etc. Et tout d'un coup, elle a vu une dépression dans ses followers, et elle a eu ce ressenti de shadow banning. C'est très difficile à prouver, parce que quand vous faites autre chose, ils vous laissent remonter, mais elle a eu un sentiment certainement de censure de la plateforme. Et c'est un vrai problème qui nous interpelle à nous en France. Là, c'est les Bulgares. Alors, le bulgare n'étant pas ma langue préférée, je vais passer à l'italien. Mais, non, je rigole. Les Bulgares ont fait 2 campagnes, dont une, ici. Là, je suis désolée, c'est lent. Est-ce qu'on est shadow-banné ici à l'ENSIB? J'ai un doute. Parce que, bon, si vous cliquez, vous allez aller sur le site Bro. En fait, ce qui est amusant, c'est que les Français, pour le moment, n'ont pas choisi Bro, la campagne, je vous disais, dans les chiottes, mais les autres, oui, parce que ça leur a plu, parce que c'est le côté un peu, comment dire, toujours impertinent, un petit peu, peut-être en haut, si on passe par le haut, parce que j'aurais voulu vous montrer juste à quoi ça ressemble. Si, ça l'est, parce que j'y suis allée tout à l'heure. Bon, alors pourquoi ça ne laisse pas cliquer? C'est pas grave. Mais si vous y allez, il y a des petites questions, voilà, et vous pouvez répondre à ce que vous pensez sur une thématique. Et par exemple, il y a une question, les gens répondent, et puis de temps en temps, les animateurs du site disent désolé, il ne faut pas généraliser à partir d'un cas particulier. Bon, des choses comme ça, vous voyez, une espèce de relance. Et puis là, il y a tout un mouvement qui a bien plu aussi de jeunes et de personnes dans la ville pour montrer la différence. Donc juste ça. Qui a énormément plu aussi. Donc eux, les Bulgares, ils sont plutôt sur Facebook aussi. Et ils sont très habitués à ces campagnes en ligne, beaucoup plus que nous, les Français, je pense. Et ils ont eu pas mal de retours de fans. Alors ça montait à 10 000, 40 000 fans sur ce projet. Les Italiens, alors quand même, ça m'énerve parce que j'ai testé ça juste avant de venir et ça cliquait. Ah là là. Bon, j'espère que vous pourrez aller y jouer en ligne, parce que c'est pareil, ils ont repris Bro, et pareil avec des petites vignettes, donc vous voyez des choses très simples, des vignettes qu'on peut imprimer, qu'on peut mettre dans la ville, qu'on peut coller dans les toilettes, mais aussi ailleurs. Bon, le début, c'était ça. Et donc, quelque chose de pas cher, vous voyez, mais en même temps efficace et interpellant. Donc, ils ont pu prendre cela. Ils ont aussi joué, les Italiens, sur le sport et la représentation du corps. Donc,
Non, mais j'ai appuyé là pourtant. Hein. Bon, mais c'est pas grave parce que bon, vous allez pouvoir les tester vous-même. Hein. Elle a un style très spécial, notre Scheherazade, vous verrez. Elle est face à l'écran toujours et elle parle. Mais bon, c'est comme pour vous montrer que... Non, mais voilà, non, c'est très bizarre parce que normalement, on doit pouvoir y entrer. Ouais. Je ne vais pas prendre trop de temps parce que je veux finir quand même hein, sur la demi-heure. Mais vous pourrez l'essayer chez vous. Et ah bah ça y est. Bon voilà. Donc vous pouvez participer. Votre italien va s'améliorer en 1 minute, vous allez voir. Argue. Non. Tu vois, j'ai un problème moi. Ça tourne là. Enfin bon, ça renvoie sur le site. Hein, le site est en plusieurs langues et ça permet de s'interpeller. Bon, tout ça pour vous dire que ça, voilà. Donc tu peux descendre, oui, si tu veux bien, parce que là, les gens peuvent commencer à remplir. On est tous masculinistes quand blablabla, et chacun met un cas. Hein. Donc ça, c'est une interpellation plutôt dans la participation. Hein. Les gens proposent leurs propositions. Hein. Et là, vous avez quelques réponses de gens hein, et comment ils répondent. Voilà, quand je dis à mon fils de faire l'homme. Voilà, c'est comme ça que je suis masculiniste. Hein. Donc ça oblige les gens à parler. Enfin, vous voyez, il y a des verbatims, des partages d'expériences interpellants hein, qui sont dans le concret, dans l'authentique. Hein. Et c'était vraiment, nous, ce qu'on voulait, parce que c'est déjà la prise de conscience quand on dit ça. Hein. Et après, une fois qu'on a pris conscience, bon, il faut effectivement aller vers de l'accompagnement, hein, parce que ça ne suffit pas. Hein. Mais au moins, il y a déjà ce mouvement-là. Hein. Les Grecs, on n'a pas encore monté sur le site leur campagne à eux. Ils ont aussi fait une campagne Bro. 4 millions de followers dès la première semaine. Alors eux, ils ont, c'est vrai, un super influenceur hein, qui s'est joint volontairement et bénévolement à la campagne, hein, journaliste. Donc voilà, donc des choses, vous voyez, dans l'expérience, hein, si je devais résumer, très hétérogène. Un choix quand même d'aller sur ce défi-là particulier hein, du hackathon. Et là, nous, on est en train de pacter avec Oser le féminisme pour faire jusqu'à la fin du projet, c'est-à-dire en octobre, hein, une série de campagnes en France hein, sur ces thématiques-là et sur les violences faites aux femmes. Voilà, parce qu'en France, c'est quand même ce qui a émergé aussi. Hein. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu le tour. Hein. Le projet n'est pas fini. Il faut me remettre sur... Le projet n'est pas fini parce que pour le finir, ben justement, l'accompagnement, la formation, ce qui peut-être vous intéresse le plus, hein, on a créé un MOOC. Hein. Alors là, vous allez voir que si vous n'êtes pas inscrit, ça va être compliqué. Mais c'est un MOOC donc, où on propose toute une série de contenus en 4 modules. Le premier module fait par nous, à savoir devenir, c'est celui justement sur les stéréotypes, comment on les repère, comment on fait des contre-récits autour des stéréotypes, et puis ce que fait l'IA, parce que bon, l'IA amène, hein, maintenant qu'elle est associée aux médias sociaux, vous voyez, on ne peut pas ne pas en parler. Hein. Et on met en place les compétences EMI genre qu'on a constituées en tant qu'équipe, hein. Notamment des compétences alors bon, en esprit critique, certes, mais aussi en créativité, parce qu'on a vu l'impact hein, de plateformes comme celle-là, hein, du fait de travailler avec des créateurs de contenu. Hein, la dimension créative de l'EMI, là, elle est bien sollicitée. Et des compétences en participation, hein, parce que l'idée, évidemment, c'est une fois qu'on a mis des mots là-dessus, comment on réagit, hein, comment on intervient dans la cité, si vous voulez, hein, et comment on monte des projets. Hein. Donc, le deuxième module, il travaille plutôt sur les questions de l'empathie, hein, comment on parle avec des gens qui ont des points de vue très différents,
voire des points de vue polarisés, parce que c'est ça que fait la désinformation quand même, hein, ça polarise, hein, y compris sur le genre, comme ça n'était pas déjà assez polarisé. Ensuite, les 2 autres modules sont sur comment on monte des campagnes, hein, et comment on monte des contre-stratégies. Voilà, hein. Donc vraiment dans l'activisme, hein, et dans l'intervention plus directe dans la cité. Et là, ce sont nos camarades de Bulgarie qui s'y sont mises, hein, parce qu'elles avaient un intérêt vital, surtout avec la loi qui leur était tombée dessus, hein, à continuer à être dans l'action, hein, et à trouver des solutions, si vous voulez, pour le terrain. Voilà. Donc le MOOC est ouvert, hein, vous pouvez y aller, il est gratuit. Alors il est en anglais. Bon, mais vous pouvez prendre les ressources et les traduire avec DeepL si vous voulez, hein. Il y a quelques ressources en français par module, on en a mis une à chaque fois, hein. Et nous, on fait des formations, hein, et si vous le souhaitez, n'hésitez pas à nous contacter, hein, à savoir devenir, hein. On fait des formations en ligne, en français, en réutilisant les ressources, hein. On en fait 2, la première qui utilise les 2 premiers modules, hein, puis la deuxième qui utilise les 2 derniers modules, hein. La prochaine, la première qu'on va faire, c'est là maintenant fin juin, hein, mais on en fera encore début septembre, octobre, avant la fin du projet, fin octobre, hein. Et puis, de toute façon, on continuera parce que la demande est assez énorme, hein, que ce soit dans l'éducation nationale ou dans l'éducation populaire. Et puis, nous avons, je vais venir là-dessus, hein, un colloque avec remise de résultats qu'on va faire, un colloque international qu'on va faire le 29 septembre. Réservez la date si vous le voulez bien, parce que vous serez le bienvenu. Où notre projet et un autre projet que nous menons sur l'algo-littératie, hein, on va donner nos résultats, on va faire venir tout le monde des différents pays, avec la participation de l'Union européenne, de l'UNESCO, et se dire, bon, maintenant on fait quoi, hein, maintenant qu'on a mis ensemble ces résultats, un certain nombre d'échanges d'expériences, hein, voilà, essayer de se donner un petit peu d'allant pour repartir à la charge. Voilà, merci de votre attention. Je ne sais pas si certains d'entre vous souhaitent réagir. C'est possible dès à présent. Et sinon, ça peut être aussi à l'issue des 4 présentations qui vont avoir lieu. Je sais pas, des questions? Ok. Merci beaucoup pour cette présentation et ces informations sur un projet vraiment passionnant sur les dimensions notamment multiculturelles. Et je me demande si ça peut alimenter, alors toujours de point de vue de recherche, mes excuses, est-ce qu'il y a des observations sur les campagnes permettant de dire que voilà, dans tel pays, telle rhétorique, telle façon de faire, telle utilisation d'images, telles interactions avec les participants, pour davantage comprendre et recibler après les ressources? C'est une bonne question. Venez donc le 29 septembre, parce que ce n'est pas un projet de recherche. Le projet, ce qui ne veut pas dire qu'on n'en fait pas, hein, mais on n'a pas une obligation, hein, de faire de la recherche. Donc on attend en fait déjà ce qui se passe dans le MOOC, parce que là on va avoir un certain nombre d'interactions. Et moi, mon projet à moi, c'était effectivement quand même de faire un bilan du côté des hackathons et des campagnes, ne serait-ce que pour aider d'autres personnes qui voudraient se lancer un peu dans cette approche-là. C'est compliqué, ça intéresse l'UNESCO parce qu'eux, ils se rendent bien compte que les influenceurs en politique notamment, hein, ont un grand rôle à jouer et sont à risque. Il y a des pays où ils sont traités comme des journalistes et ils ne sont donc pas protégés. Donc eux, ils ont une approche, bon voilà, unesquienne, hein, mais en même temps, ils se rendent compte qu'il y a peut-être des façons plus sensées, hein, des pratiques sensées à mettre en place pour les impliquer sans trop les mettre en danger, en les embringuant dans quelque chose de plus large, hein, où ils ne sont pas une cible super exposée, quoi. Bon, le shadow banning, c'est pas trop grave, hein, mais vous voyez bien que si ça se passait en Iran, le shadow banning, ça serait pas tout à fait la même chose. Mais pareil qu'en Bulgarie, c'est pareil, hein. D'où, vous voyez, la solution des Bulgares, hein, et quand je vous parle des toilettes, c'est pas idiot. C'est pas trop là qu'est la police. Et quand vous mettez des petits tampons dans la rue en passant, etc., ça se voit pas trop.
Et ceux qui voient, ils voient. Donc nous, on a bien senti qu'il y avait ça qui se passait, si vous voulez. Ce qu'on va faire, nous, du côté de Oser le féminisme, ça va être un peu différent. Oser le féminisme, même si vous avez suivi la dernière campagne qu'ils ont fait, peinture violette un peu partout. Bon. Voilà, notre degré de liberté culturelle font tout ça. Donc moi, j'aimerais bien, effectivement, une fois le feu de l'action passé, avoir une réflexion. Et le 29, ce que je voudrais bien, c'est on va faire venir certains des influenceurs et créateurs de contenu, et ça sera aussi à distance, la conférence. J'aimerais bien qu'on en tire un certain nombre, voilà, de leçons, d'expériences à faire passer. Ouais. Derrière toi. Je ne sais pas si cette réflexion a sa place ici, parce que là, du coup, c'est une idée tout à fait personnelle, mais je me permets de rebondir par rapport au fait de se faire shadowban, et sur le fait que c'est peut-être moins grave dans des pays comme la France, etc. Moi, je ne partage pas du tout cet avis-là. Donc, je le disais, dans une échelle de grandeur. Oui, mais en fait, si des idées qu'on considère comme progressistes ne peuvent même plus exister, en fait, l'espace virtuel, ça reste un espace de la même manière que l'espace public reste un espace. Et je trouve que ces idées-là, il faut qu'elles infusent et se diffusent partout. Et pour le coup, pour moi, suivre beaucoup de personnes qui se font régulièrement shadowbanner parce qu'elles ne correspondent plus aux desiderata de Meta, donc Facebook qui est devenu Meta, et qui gère aussi donc Instagram. Ça pose vraiment problème, parce que si ce sont uniquement les personnes d'extrême droite qui s'emparent des réseaux sociaux et qui donc ont toutes les clés en main pour exister dans ces espaces-là, qui sont tout aussi importants pour moi que l'espace public, je trouve que ça pose de vraies questions quand même. Mais bon, après, peut-être que du coup, je sors trop de votre présentation. Je m'en excuse si c'est le cas. Non, c'est une raison. C'est pour ça que je vous ai donné l'exemple de la France. On ne pensait pas que ça se passerait chez nous. Pour rien vous cacher, on avait fait l'hypothèse de la censure. On avait levé l'autocensure. On leur avait dit, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez utiliser des résultats de recherche. Ça, c'est distancé, etc. Mais l'autocensure des plateformes, ça, on ne l'avait pas prévu en France. On pensait que ça arriverait en Bulgarie. Voilà, donc c'est partout. Moi, je considère les plateformes comme un espace public, comme les autres. Et il faut vraiment les faire entrer dans la même théorie politique de l'espace public, sinon on passe à côté de la plaque. Mais c'est un peu aussi ce qu'on a remarqué quand même dans les grandes entités qu'on a regardées, que ce soit le CLEMI, que j'ai pourtant dirigé, que ce soit les CMEA, etc. C'est pour le moment, les plateformes, les médias sociaux, pour eux, c'est une vitrine. Ils font une action, hop, ils la postent sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire c'est le degré zéro de l'utilisation de ces espaces sociaux tels qu'ils sont devenus. Ils ne s'en servent pas pour critiquer et agir à l'intérieur de l'espace social sur ce que ces réseaux sociaux sont en train de faire à l'invisibilisation des voix féminines voire leur discrédit. Dans le cadre de la désinformation, c'est quand même beaucoup le discrédit à l'égard des personnalités politiques, féminines, etc. qu'on voit. Donc il y a vraiment un gap encore en termes même des pratiques, de l'analyse et comment on s'empare de certaines stratégies bien éprouvées de l'EducPop ou de l'EMI pour les mettre vraiment sur les réseaux sociaux en attaquant les réseaux sociaux. Donc c'est vrai qu'il y a du boulot. Il y a encore vraiment une réflexion à mettre là-dessus. Je suis preneuse. Peut-être que le Clémy, vous n'êtes pas d'accord sur l'analyse, mais non, mais c'est même pas une critique, c'est vraiment une analyse. C'est de se dire dans quel cadre de pensée sommes-nous encore et de cadre d'action sommes-nous encore et comment. Et c'est pour ça que nous, on voulait aller vers les influenceurs en se disant on n'est peut-être pas les meilleurs, nous, des anciens de la vieille, des assos comme Formazione, très, très ancienne en Italie, etc. On n'est peut-être pas les meilleurs pour faire ça. Et c'est pour ça qu'on voulait des jeunes et on voulait des influenceurs en se disant ils vont casser un peu les moules, on va apprendre d'eux. Eux, ils vont apprendre un peu de nous, on espère. Et au bout du compte, on va peut-être arriver à quelque chose d'intéressant. Vous voyez ?
Oui, juste pour réagir. Enfin, après, je Oui. veux saouler les personnes, mais moi, je suis Iris Sirius, je suis la coordinatrice du Clémillion. Et du coup, moi, je me pose beaucoup la question de l'utilisation de ces plateformes pour la communication, parce qu'on est des institutionnels. Et donc, effectivement, on s'en tient à une communication institutionnelle extrêmement lisse qui ne pénètre pas du tout, en fait, les réseaux. Donc, à quoi bon, presque, hein. Moi, je suis un petit peu en désamour de cette... Puis, alors, on ne parle pas de LinkedIn, hein, quand même un réseau formidable, et qui est en train de se faire noyauter tout ce qu'il peut par la pensée, voilà. Par une pensée quand même extrêmement orientée politiquement et financièrement et sur l'efficacité. Enfin, ça pose des problèmes éthiques aussi. Et en même temps, justement, je trouve qu'il y a une libération de certains groupes sociaux qui, eux, se permettent vraiment une liberté de ton très radicale, et qu'on ne se permet pas quand on est la représentation des valeurs de la République. Alors qu'en fait, c'est légitime quand même de s'exprimer de manière très engagée quand on représente les valeurs de la République. Mais je trouve que ça pose vraiment problème, en fait. Vous avez vraiment raison. Et alors, sur la question de la désinformation, on est bridé dans notre forme d'expression. Moi, chaque fois que je m'amuse à faire des formations sur la désinformation avec... nous, au Savoir Devenir, on a le marché public avec le ministère de la Culture, vous voyez, donc on forme les cadres du Louvre, etc. etc. Et on leur dit, faites une fake news. Bac 18, hein. Faites une fake news. Eh bien, c'est gentillet. Et nous, on leur dit, mais enfin, vous avez vu les vraies fake news que ça donne. Ça polarise, c'est raciste, c'est criant, etc., etc. Ah, mais on n'a pas le droit. Il y a on n'a pas le droit. Et puis, il y a nous, on est avec des publics divers, etc., etc. Il y a des mots qu'on ne mettra jamais là, quoi. Je leur dis, vous allez toujours être battus. Parce que ces gens-là, ils sont complètement désinhibés. Alors quand en plus, il y a des autorités publiques venant des mondes anglophones qui libèrent cette parole-là et la débrident. Voilà. Après, au-delà des influenceurs, il y a aussi, je pense par exemple à des séries. Tu parlais tout à l'heure de la question du masculinisme. Moi, il me semble, du point de vue de, entre guillemets, l'activisme, la série, par exemple, Adolescence, est très intéressante. Parce qu'elle en parle sans en parler, parce que justement, on n'en parle pas trop. Et c'est très adroit la façon dont c'est amené, je trouve. Donc il y a aussi ce rôle que peut jouer la fiction, qui joue pour le coup un rôle d'influence. Oui. Alors là, tu m'amènes sur un autre sujet, on se refait un autre truc. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant, et ce que font aussi les influenceurs, je ne l'ai pas assez analysé ça pour revenir à votre suggestion, c'est qu'en fait, même dans un pays, on va dire, libre et un espace public relativement tranquille, il faut ruser. Il faut ruser avec le genre, mais il faut ruser avec plein de choses, hein. Et la ruse, c'est pas idiot, parce que en fait, y aller frontalement, c'est peut-être pas nécessairement ce qui fait que ceux qui de toute façon sont contre vous écouteront. Ils tirent le rideau, donc vous avez perdu. Donc voilà, c'est ça le côté où il faut qu'on retravaille, hein, c'est la ruse, quoi. C'est le j'avance masqué philosophique. Voilà, et de temps en temps je me démasque, de temps en temps je me remasque, et là je change de masque, etc. Hein, qui est effectivement plus subtil. Ça peut prendre un peu plus de temps, mais à mon avis, ça pénètre dans les zones grises, hein, c'est-à-dire dans les gens qui ne sont pas les plus polarisés, qui sont dans le doute, qui viennent, qui repartent, hein, qui se disent tiens, c'est intéressant comme idée, je n'ai pas pensé. Et hop, ils la chopent. Hein, et donc et moi je suis persuadée que c'est dans les zones grises qu'on va gagner. Parce que les ultras, aller les chercher, c'est un combat un peu perdu d'avance. Par contre, les gens autour des ultras qui sont un peu plus dans j'avance, je recule, je prends, je laisse, hein, ceux-là, si on les gagne, ce sera déjà ça de prix pour l'éternité. Il faut agir sur le ventre mou, quoi, en quelque sorte. Non, Merci. si tu les appelles le ventre mou, tu vois, ça va pas. Il faut que tu dises que c'est les abdos, c'est le ventre des abdos, tu vois. Donc, du coup, là, ils se sentent, c'est la ruse. Non, je me moque un petit peu, mais c'est vrai qu'on ne peut pas les appeler le ventre mou, sinon c'est le mépris, et ça, il n'y a personne qui aime. Merci.